Oui, quand, par votre intermédiaire, la Fédération Addiction a pris contact avec moi pour que j'intervienne dans ce congrès, en somme, j'ai accepté avec enthousiasme. Et puis, tout de suite après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là, exactement? Qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle est ma légitimité à parler de l'addiction devant un public largement constitué de gens pour qui c'est une préoccupation essentielle, de bénévoles qui s'organisent pour trouver de nouvelles issues, etc. Et plus j'avançais, plus je trouvais que ma légitimité était nulle. D'abord parce que c'est le premier point, je ne suis évidemment pas, et je ne parle pas ici en tant que spécialiste de l'addiction, d'aucune façon. Premièrement, au sens de la médecine positive. L'addiction, je la connais, je la pratique, je la fréquente, je dirai comment et pourquoi plus tard, mais elle n'est pas constituée pour moi comme une maladie ou comme une pathologie. Et donc ce n'est évidemment pas à ce titre que je peux intervenir à son propos. Deuxièmement, je ne suis pas non plus psychologue ou psychanalyste. Donc je ne rencontre pas l'addiction chez l'autre dans sa propre visée, d'en déplacer le symptôme, au terme d'un processus qui procède à des interludes, à des discussions, à des symbolisations correctes, et au prix d'une angoisse qu'il faut toujours doser et mesurer. Autrement dit, l'addiction pour moi n'est pas structurée comme un symptôme. Troisièmement, je ne suis pas sociologue non plus. Donc je n'entre pas dans la question de l'addiction par le biais des enjeux statistiques ou la détermination des grands opérateurs sociaux qui commandent l'extension de la consommation du cannabis ou de la cocaïne et constituent de ce fait un problème social au sens strict, donc qui relève en réalité d'une sociologie positive. Autrement dit, sur le troisième point, pour moi, je ne vois pas l'addiction, je n'entre pas dans l'addiction, en tout cas d'abord, comme on entre dans un problème social, dans l'examen d'un problème social. Donc, ni maladie, ni symptôme, ni problème social. Je ne suis pas non plus un homme politique responsable. Sur ce point, je serais plutôt irresponsable. Et je ne peux pas entrer dans la question de l'addiction par le problème éternel du rapport entre interdiction et autorisation, interdiction ou levée de l'interdiction. Autrement dit, je ne vois pas l'addiction comme un problème légal ou constitutionnel et je ne me rapporte pas à elle dans la dialectique de l'interdit et de la loi. Je ne suis pas non plus juge ou avocat. Donc je ne vois pas l'addiction du point de vue de sa comparution devant les tribunaux, c'est-à-dire je ne la vois pas en tant que ce facteur dont on sait très bien aujourd'hui qu'il encombre littéralement dans l'espace national les tribunaux et qu'il alimente constamment les prisons et les descentes de police. Donc je ne vois pas non plus l'addiction d'emblée comme un problème d'ordre public. Je ne suis pas non plus policier. Vous savez que la police est également saturée par cette question, puisque une partie considérable de son activité est sur ce front-là, après tout, sur la question du trafic, de comment y mettre fin, et l'arrestation de jeunes en grand nombre, pour les traiter de façon répressive. Et donc je ne suis pas non plus, je ne vois pas non plus l'addiction comme un problème prioritairement répressif. Et donc vous voyez, finalement la question de savoir ce que c'est l'addiction, pour moi c'est assez compliqué. Me suis-je dit, après avoir tout de suite dit que j'allais vous parler de ça, puisque ce n'était pas une pathologie ou une maladie, en tout cas ce n'était pas comme ça que j'entrais dans la question, ce n'était pas la constitution d'un symptôme, ce n'était pas un problème social, ce n'était pas un problème légal ou constitutionnel,
Ce n'était pas un problème d'ordre public, ce n'était pas un problème de répression directe. Alors je me suis rapproché de moi-même dans un premier temps. Je me suis dit, j'ai quand même eu beaucoup à faire à l'addiction parce que, là je m'expose à vous, parce que je suis parent d'un jeune homme adopté dont l'adolescence et encore la jeunesse a beaucoup eu à faire avec ce problème. Et donc j'ai moi-même traversé à la course, si je puis dire, la police, la justice, les milieux sociaux, la psychanalyse, la médecine. Donc tout ce que je viens de dire que ce n'était pas mon angle d'accès, je l'ai pratiqué, croyez-moi. Je l'ai pratiqué dans la fonction extrêmement complexe de l'addiction, à savoir la fonction du père. Et j'ai remarqué, me semble-t-il, là je transmets mon expérience, que dans cette fonction familiale, dans cette fonction du père, l'ordre du couple, de la famille, de l'existence ordinaire, étant gravement perturbé par justement ces occurrences ininterrompues de caractère policière, judiciaire, médical, etc., j'ai remarqué qu'en réalité, la position familiale symbolique ne s'attache pas tant à l'addiction en tant que telle, à vrai dire, qu'à une sorte de course un peu éperdue, un peu pathétique, pour parer à ses effets et pour protéger ce qui peut être protégé du système des effets. Et c'est là qu'on court, en effet, d'institution en institution et qu'on traverse toutes les catégories que je viens d'énumérer, mais sans qu'à vrai dire, l'addiction en tant que telle vienne au centre de la pensée et de l'action, mais plutôt le système en quelque sorte dilapidé et éperdu et la course existentielle pour protéger ce qui doit l'être des effets qui, comme vous le savez, peuvent être gravissimes. Puisque j'ai quand même appris dans les tribunaux qu'on peut avoir 2, 3 ou 4 ans de prison ferme pour des motifs addictifs, somme toute relativement légers. Il faut savoir, malgré tout, ça c'est mon expérience immédiate, que la figure répressive est une figure dont les effets réels auprès de tout un secteur de la jeunesse sont des effets considérables et pas du tout secondaires ou latéraux. Alors vous me direz, c'est mon dernier point d'accès, je suis philosophe. Un philosophe s'occupe de tout, pourquoi pas de l'addiction, hein. Bien, en réalité, c'est assez compliqué. Quand je me suis penché sur ce problème, addiction, qu'est-ce que c'est? Comment le philosophe peut-il s'interroger sur l'addiction? Je suis parti de la constat suivant. Vous savez, un philosophe, pour le définir de façon très générale, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux singularités de l'existence, aux singularités de ce qui se donne dans la vie subjective, la vie sociale, la vie politique, etc., mais qui s'interroge sur ces singularités du point de vue de la découverte possible de quelque chose à valeur universelle ou d'un concept à valeur universelle qui serait en quelque sorte détenu ou contenu dans l'examen minutieux de cette singularité. Alors c'est pour cela qu'on peut évidemment parler de la folie, du crime, des mathématiques, de la guerre, de l'impuissance, du racisme, du rêve, et pourquoi pas de l'addiction dans ce registre. Et alors j'ai à ce moment-là fait une remarque particulière que je vous livre, c'est que justement l'addiction semble avoir dans cette liste une position particulière et complexe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, une bonne partie de l'examen philosophique consiste à dialectiser une notion. C'est-à-dire quand vous avez une notion, d'examiner ce qu'est la négation de cette notion, c'est-à-dire quel est l'espace négatif de cette notion. Des exemples tout à fait classiques et célèbres. Si vous vous intéressez, je reprends ma liste, si vous représentez que vous vous intéressez à la folie, vous allez vous installer dans la dialectique de folie et raison. Donc en fait, vous allez examiner un grand livre de Foucault là-dessus, le rapport de ce que la folie nous révèle sur le fonctionnement, y compris étatique, de la raison. Si vous vous intéressez au crime, vous allez parler de l'autre et de la mort. Si vous vous intéressez aux mathématiques, vous allez en réalité construire l'opposition entre la pensée formelle et la pensée empirique,
entre la pure idée et l'expérience. Si vous vous intéressez à la guerre, vous allez parler de l'état de la société et de ce que peut être une paix universelle. Si vous vous intéressez à l'impuissance, vous allez méditer sur qu'est-ce que c'est qu'une action effective, une action qui a des résultats. Si vous vous intéressez au rêve, vous allez vous engager dans la corrélation entre le rêve et la réalité. Qu'est-ce que le rêve détient ou procure ou annonce de la réalité? Et alors, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la constitution spéculative des notions. Donc, sa construction philosophique par l'engagement de la dialectique entre ces notions et leur environnement, leur contradiction, leur négation. Et alors, de ce point de vue-là, je me suis dit, ce n'est pas sûr qu'il y ait aujourd'hui vraiment une constitution spéculative de l'addiction. Ça m'a paru un concept fuyant. Et mon problème était de ne pas fuir, moi, devant le concept fuyant. Vous savez que le concept subjectif associé à addiction, c'est le concept de dépendance. Donc, l'addiction, c'est l'institution d'une dépendance subjective forte, vécue ou pratiquée comme une sorte d'imposition subjective qui fixe le rythme des choses et, à la limite, le rythme de la vie elle-même. Ceci dit, ce n'est pas parce que le concept subjectif associé à addiction est dépendance qu'on avance beaucoup en disant que le contraire de l'addiction, c'est l'indépendance. Parce qu'après tout, il y a une indépendance addictive elle-même. Ce n'est pas en basculant du côté d'une dialectique de la dépendance et de l'indépendance que vous allez avancer vraiment. On pourrait dire aussi l'addiction, c'est une compulsion de répétition, en tout cas en utilisant une catégorie plus psychanalytique. Mais en vérité, quel est le négatif de la compulsion de répétition, si on y réfléchit bien? Et même, plus généralement, quel est le négatif de la répétition? C'est très compliqué, ça, à savoir. La non-répétition, mais la non-répétition, ce n'est pas une donnée affirmative qu'on puisse opposer à la répétition comme telle. Alors, j'en étais venu à ceci, dans mes méditations, toujours pour ne pas défaillir aujourd'hui à mon engagement. Au fond, dans l'analyse des notions, il y a une part qui peut être analytique, c'est-à-dire descriptive, on cherche une définition précise, des choses comme ça, et une part dialectique qui est celle que j'ai rappelée. On va passer par le mouvement, alors, la négation dont est porteuse la notion. Or, si on applique cette distinction à l'addiction, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'analyse de l'addiction, proprement dite, en termes descriptifs, renvoie, semble-t-il, aujourd'hui, aux sciences naturelles et humaines, et d'autant plus que dans l'espace du cognitivisme contemporain, on peut même renvoyer l'addiction à des structures et à des comportements cérébraux identifiables qui constitueraient en quelque sorte une objectivité, alors analytique, véritable de l'addiction. Et par contre, la dialectique de l'addiction, elle est errante, elle est infixée. Le contraire, le négatif de l'addiction, n'a pas de contenu positif clair, autre que ne pas être ou ne plus être dans l'addiction, chose qui nous fait très peu progresser sur ce que l'addiction est véritablement. Alors, du coup, il me semblait qu'il y avait aussi une carence philosophique sur cette question. Et indubitablement, si on cherche du côté de ce qui serait une conceptualisation de type philosophique dont la notion centrale serait une dialectique de l'addiction, on ne trouve pas grand-chose parce qu'en général, on va renvoyer l'addiction à une analytique du désir. Mais l'analytique du désir comme telle n'explique pas l'addiction à proprement parler. Même si vous dites l'addiction, c'est en réalité une structure répétitive qui s'est installée dans le désir comme une sorte de parasite répétitif du caractère créateur ou inventif du désir, vous n'avancez pas tellement sur ce que finalement, quelle est la nature et la racine de cette structure répétitive. Alors, parvenu à ce point, j'ai été complètement disqualifié, et donc j'aurais dû dire que je n'avais aucun titre à parler,
si je n'avais, c'est l'ultime ressource dans ce cas-là, si je n'avais pensé tout simplement à moi-même. Parce que je me suis dit tout d'un coup, mais en fait j'ai été addictif. Je peux toujours partir de là. C'est la ressource du philosophe quand il ne sait plus comment se tirer d'affaire par les concepts, il se rabat sur l'existence. C'est toujours sa ressource. En effet, de 1955 à 1998, soit quand même pendant 43 ans, j'ai eu une addiction au tabac tout à fait constituée et sévère. Environ, en moyenne, 2 paquets par jour des terribles gauloises bleues. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, les gauloises bleues. Plus quelques cigares. Donc une addiction indubitable, j'y reviendrai dans l'élément descriptif, avec tous les aspects traditionnels de ce genre d'addiction. Alors vous me direz, bon, c'est pas trop mal comme titre pour parler ici, quand même, une compétence subjective, mais il y a des limites. D'abord, ce n'est pas une addiction qui entraîne des comportements erratiques, comme l'alcoolisme, ni vraiment de risques immédiatement catastrophiques, comme l'héroïne et toute une part de la question des drogues. En plus, ce n'est pas vraiment, surtout à l'époque où je pratiquais, si je puis dire, cette addiction avec constance, ça n'est pas non plus frappé par une interdiction légale. Donc on se meut dans le minimum quand même des problèmes de l'addiction avec le tabac, sauf que bien entendu on sait que le cancer est à l'horizon. Et je dois dire que ce n'est pas une fable, parce que j'ai vu mourir tout près de moi, y compris ma première femme, ma première épouse, d'un cancer du poumon dû à la tabagie. Donc le caractère mortifère du tabac, il ne faut quand même pas le prendre pour une fable. Mais enfin, bon, le tabac, ça n'est pas l'exemple paroxystique d'une addiction. Je m'excuse de ne pas avoir eu mieux à vous proposer, hein, mais enfin, c'était ce qui me restait sous la main après cette longue trajectoire négative par laquelle j'ai commencé. Il faut dire aussi que fumer était, vers les années 60 et 70, à l'apogée, au fond, du tabagisme collectif. C'était une espèce de pratique dominante, le tabagisme. Donc ça n'avait pas non plus une vertu quelconque de négativité sociale de fumer. C'était les pauvres non-fumeurs qui étaient brimés et persécutés. Je me rappelle de cours que je donnais dans l'université Paris 8, où, comme je fumais, tout le monde fumait, où une épaisse fumée blanche couvrait la totalité de la salle, et où les quelques plaintes rares, parce qu'ils se savaient extrêmement minoritaires des non-fumeurs, étaient réprimées sans pitié. Donc, à l'époque, effectivement, il y avait quand même une dictature sociale constituée du tabagisme. J'adore voir rétrospectivement les actualités de cette époque où on voit tous les hommes politiques fumer abondamment, y compris à la tribune des meetings, etc. Ce que maintenant, c'est la preuve que les codes ont changé et se gardent bien de faire, même si certains peut-être fument à peine sont-ils dans des coins secrets. Alors, j'ai cependant aussi traversé la période où grandissait la réprobation, voire l'interdiction, dans certains lieux. Et j'ai quand même subi, accepté, je pense, tous les aspects formels de l'addiction. Donc je partirai de mon expérience et je vous proposerai une analyse de l'addiction telle que je la construis, telle que je la dérive directement de cette expérience personnelle que je crois avoir été addictive au sens plein du mot dans toutes ses dimensions. Et je ferai ça, j'examinerai 6 points différents qui me semblent 6 caractéristiques descriptives et dialectiques en même temps possibles de l'addiction examinée de ce point de vue-là. C'est-à-dire dans une relation interne entre l'expérience personnelle d'un côté et la conceptualisation philosophique de l'autre. Alors je vous parlerai d'abord de l'origine de l'addiction, ensuite de sa dimension compulsive, ensuite de ce que j'appellerais le primat du négatif, ensuite de l'impuissance du vouloir, de la question de la volonté dans l'addiction, ensuite de l'alliance entre addiction et processus créateur, et aussi de
la sorte d'absolution qui est donnée à l'addiction à partir du fait qu'elle a des fonctions créatrices, et enfin des conditions complexes de ce qu'est le renoncement à l'addiction ou les péripéties de sa fin. Or, ces traits, ainsi disposés, me semblent dessiner une espèce de cartographie du concept d'addiction, dont évidemment, j'y insiste, les différents espaces réels sont des différenciations irréductibles. Là, je vais, comme c'est un peu le travers de la philosophie, me situer à un niveau de généralisation intermédiaire entre un concept unifié de l'addiction, d'un côté, et de l'autre, les différenciations irréductibles qui existent entre alcoolisme, tabagisme, stupéfiants, jeu, sexe, etc. Il ne faut pas penser que la détermination du concept de l'addiction, qui leur sera probablement en effet commune, ne rend pas raison, évidemment, de la singularité. Revenons à ce que je vous ai dit au départ, le philosophe s'intéresse aux singularités du point de vue de ce qui peut en être extrait, qui, d'une certaine façon, les surmonte. Alors je vais donc me mouvoir, me travailler à partir d'une singularité, en effet, une singularité personnelle, une singularité historique, tabagisme, entre les années 50 et les années 80 du dernier siècle, et à partir de là, l'universalité possible de certaines références conceptuelles concernant l'addiction. Alors, premièrement, l'origine. Alors, j'appelle origine de l'addiction non pas son commencement au sens empirique, mais ce qui se tient à l'arrière-plan de l'installation addictive. Qu'est-ce qui opère au moment où l'addiction va s'installer, sans savoir d'une certaine manière justement que c'est elle qui s'installe, puisque le commencement ne délivre pas encore l'élément addictif de l'addiction. C'est justement un commencement nu. Alors, dans mon cas, mais on pourra recroiser ça avec d'autres expériences, dans mon cas, je pense qu'il y a eu 4 facteurs entremêlés, pas toujours synchrones, mais entremêlés, qui ont entouré et constitué l'origine addictive. Le premier, le plus ancien, c'est l'image maternelle. Ma mère fumait beaucoup, en des temps où les femmes fumaient peu. C'était donc une singularité. Et j'avais avec ma mère des rapports que je ne vous raconterai pas, mais qui n'étaient pas fameux. Et dans ce rapport difficile à ma mère, j'ai toujours prêté une attention extrême, tout petit, à la vision de ma mère, enveloppée en général dans un burnous parce qu'elle avait enseigné au Maroc, fumant cigarette sur cigarette, des camels. Et cette image était une image typiquement, élémentairement psychanalytique, c'est-à-dire elle était traversée par la contradiction d'une passion intense, par un conflit incessant. Et cet objet, la cigarette, et plutôt même encore plus la fumée qui se dégageait en quelque sorte de la bouche de ma mère comme de celle d'un dragon, la fumée qui sortait comme ça. Et je suis convaincu que cette image de la fumée a marqué de façon irréversible mon addiction tabagique ultérieure. Soit dit en passant, je pense que j'ai directement fumé des Gauloises bleues pour ne jamais avoir à fumer des camels, bien sûr. Alors ça a été le premier. Le deuxième élément a été une imitation communautaire, c'est-à-dire je suis devenu vraiment accroché désespérément à la cigarette au lycée Louis-le-Grand ou quand je préparais les grandes écoles. Et là, on était vraiment dans une communauté monacale, puisque c'était l'époque où on était interne, c'était la vie d'internat, de dortoir, de réfectoire, etc. Donc c'était dans les conditions de la communauté restreinte. Et dans cette communauté restreinte, petit à petit, tout le monde fumait. Ça, je crois que c'est important aussi. C'est-à-dire, autant l'image maternelle, c'est une chose qui renvoie à ce qu'il y a de plus intime dans la subjectivité, autant cette communauté fermée et restreinte est un lieu favorable pour que s'y propage, tout simplement, comme un rite social partagé, y compris une addiction. En l'occurrence, l'addiction tabagique,
qui faisait que même des élèves, des internes du lycée qui n'étaient pas du tout fumeurs au départ, en général finissaient par entrer, comme on entre dans un rite collectif, dans un tabagisme tout à fait agressif. Le troisième point, ça a été l'adhésion à la gestuelle du fumeur de tabac, c'est-à-dire qu'il sait toujours quoi faire avec ses mains, qu'il sait toujours se représenter ce qu'il va être en public. Donc, ce que j'appelais une gestuelle imitative de la posture adulte. Je pense qu'à cette même époque, il y avait la conquête de ce que c'était que la posture adulte, la nouvelle posture adulte, et que la gestuelle du tabac, prendre la cigarette, l'allumer à la cigarette de l'autre, sortir le briquet, etc., c'était véritablement une chose qui était comme un environnement de transition. Si on fumait, si je puis dire, élégamment, si on fumait avec grâce et fermeté, eh bien, on était un homme. Voilà. Et puis, le dernier point, c'était tout ça faisait partie du modernisme culturel. Dans cette fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 70, c'était quelque chose qui était un stigmate de modernité. À ce point que une chose m'a beaucoup impressionné quand je suis allé en Angleterre. J'étais très jeune, je suis allé en Angleterre la première fois en 1954, c'était d'observer le fait qu'en Angleterre, à cette époque, les femmes fumaient dans la rue. Alors, ça veut dire à quel point les choses vont vite. Aujourd'hui, une femme qui fume dans la rue, c'est pas terrible, quoi. Mais à l'époque, j'avais remarqué ça et je l'avais interprété de façon significative, intérieurement, comme un signe de modernité, comme un signe que sur ce point en particulier, l'Angleterre était plus avancée que la France, où les femmes fumaient, ma mère aussi, mais je n'ai jamais vu ma mère fumer dans la rue. Elle fumait bien enfermée dans son burnous à l'intérieur de la maison. Et donc, il y avait aussi ce stigmate de la modernité culturelle. Donc, image maternelle, imitation communautaire, la posture gestuelle et corporelle adulte, le modernisme culturel, tout ça, au fond, m'a fait passer d'une image séparée, quasi fantasmatique, la figure de ma mère et de la fumée, à une intégration, en réalité, sociale, dans la figure de la communauté intellectuelle en tant que communauté absolument tabagique. Voilà pour l'origine constituante de mon syndrome addictif. Alors ensuite, deuxième point, la dimension compulsive. Bon là, descriptivement, c'est évident. Très vite, la dimension compulsive prend la forme du fait qu'il faut absolument avoir des cigarettes. Si on ne l'a pas, mais je reviendrai sur la fonction de ne pas avoir, qui est tout à fait essentielle. Si on ne l'a pas, il faut aller la chercher. Je me suis souvent surpris un dimanche soir en train de courir vers l'ultime bureau de tabac ouvert très tard, uniquement pour conquérir mon dernier paquet de Gauzoises bleues. Mais je voudrais faire une remarque. Et vous me direz si elle correspond à votre expérience. Si compulsive qu'elle soit, et même si elle aboutit presque à la fin à ce qu'on fume tout le temps, ce qui est quand même tendanciellement vrai, il n'en reste pas moins qu'on observe que la dimension compulsive, la pulsion de répétition, le moment où on sort la cigarette, est quand même liée à des scansions existentielles. Et je pense qu'elle se greffe sur des scansions existentielles. Elle n'est pas absolument autonome. Par exemple, elle s'inscrit très facilement dans la question du début ou de l'après de quelque chose. C'est-à-dire, vous allez commencer quelque chose, la pulsion va vous faire fumer. Vous allez finir quelque chose, la pulsion va aussi vous faire fumer. À l'époque, les romans sont remplis de l'homme qui, après l'acte sexuel, sort sa cigarette, comme si, en réalité, il n'avait fait l'amour que pour pouvoir enfin fumer. Mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les scansions existentielles qui existent sont meublées par la pulsion répétitive de fumer, qui, au fond, fait figure de joint, alors le joint, c'est autre chose, mais qui fait figure de joint de façon constante entre les différentes séquences dont se compose une journée ordinaire. Et c'est pour ça que la pulsion de répétition s'installe, non pas seulement par elle-même, mais elle s'installe aussi en profitant, en meublant les articulations de l'existence personnelle telle qu'elle est organisée dans la journée. Et alors, finalement,
on va passer, l'addiction s'installe en passant justement d'une ponctuation, l'avant, l'après, à l'idée qu'on va fumer dans tout intervalle ouvert, c'est-à-dire que si on attend, si on s'ennuie, si on doit passer, si on a fini quelque chose à 14 heures et que quelque chose d'autre commence à 14h30, on va fumer tout le temps. Donc ça va s'installer dans les jointures de l'existence, et il est vrai que tendanciellement, finalement, tout ça fait que ça va s'installer tout le temps, à la fin des fins. Mais ça ne s'installera tout le temps que par une sorte de conquête progressive de l'espace temporel à partir de ces jointures, et comme une façon de meubler les jointures. Donc je dirais que la compulsion répétitive, elle va d'un ordre temporel à une fusion, quelque chose comme ça. C'est-à-dire elle s'installe dans un ordre temporel et petit à petit, elle profite du moins d'interstices et petit à petit, elle n'a plus besoin des interstices parce qu'elle s'est installée un peu partout, sauf interdiction formelle. Alors de même que l'origine subjective personnelle passe d'une figure fantasmatique première à une espèce d'intégration au groupe, de même, je pense, la dimension compulsive part de l'occupation des intervalles à une figure de recouvrement. Elle n'installe pas par elle-même tout seul le recouvrement. Alors ceci m'amène à la question que j'appelle le primat du négatif. Et finalement, qu'est-ce qui a une très forte intensité subjective? Bon, sur ce point, il est évident que le tabagisme est une expérience limitée, mais tout de même, est-ce que c'est fumer qui a une véritable intensité subjective? En définitive, non. Fumer est la constitution d'un état ordinaire dans lequel on a meublé le temps par des opérations addictives, indubitablement, mais des opérations addictives qui se sont installées peu à peu dans une occupation temporelle dans laquelle, au fond, il faut bien le dire, allumer une cigarette n'était pas une volupté mirifique. Là, je reconnais qu'il peut y avoir des différences avec d'autres usages addictifs. C'est une espèce de satisfaction répétitive, mais ce qui est très intense, c'est ne pas en avoir de cigarette. Ça, c'est le ne pas avoir, est lui, un ressenti extrêmement terrible. Et on sait que dans les drogues dures, le manque est constitutif de la relation subjective éventuellement détériorée ou gravissime, constituée par l'usage de la drogue. Mais au niveau même du tabac, je l'ai parfaitement expérimenté, le ne pas avoir est dans une intensité subjective extrême, qui est une intensité négative, mais qui d'une certaine manière est beaucoup plus grande que la supposée intensité positive qu'il y aurait dans fumer les cigarettes. Et ça, c'est intéressant tout de même. C'est intéressant de voir que si on raisonne en termes stricts d'intensité subjective, autant le manque peut être à cet égard dramatique et violent, autant la satisfaction positive, c'est-à-dire quand vous allumez votre 4e cigarette puis votre 5e, c'est de la routine quand même. Ça n'est pas une volupté intense qui vous transporte, c'est certainement pas, mais c'est une obligation. Et je suis intéressé à ce que, d'une certaine façon, l'addiction, l'installation de l'addiction, c'est aussi d'un avoir à un ne pas avoir, du point de vue de l'intensité. Au tout début, naturellement, il y a une satisfaction indubitable, un plaisir à fumer la cigarette. Mais ce plaisir, en réalité, se neutralise progressivement. Et quand vous êtes véritablement dans l'addiction tabagique terminale, au fond, c'est une routine. Et on ne peut pas imaginer que quand vous fumez toute la journée, vous avez un immense plaisir toute la journée. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est une façon d'être, une façon de faire. C'est installé comme une neutralité. Je reviendrai sur ce point de la neutralité. Cependant, le ne pas avoir, lui, s'installe comme une intensité. Et à ce moment-là, il faut courir à travers tout Paris pour trouver absolument le dernier bureau de tabac ouvert. Sinon, vous êtes vraiment mal. Donc il y a dans le ne pas avoir, dans la négativité, une sorte de primat subjectif en termes d'intensité. Non pas en termes de nécessité, mais en termes d'intensité. Et je dirais que là, pour employer quand même un lexique psychanalytique provisoirement, c'est quand même indubitablement ce qui fait de l'addiction le support d'une infiltration de l'instinct de mort.
je reste persuadé de ce point, c'est que l'instinct de mort, pris même en un sens très, très limité, l'instinct de mort, c'est-à-dire la puissance du négatif, mais du négatif appliqué à la vie elle-même, c'est-à-dire la puissance du mal-être en tant que tel, cette puissance de la pulsion de mort s'insinue, s'infiltre dans la répétition compulsive elle-même, sous la forme du ne pas l'avoir, sous la forme du ne pas. Et elle crée une intensité subjective très violente sur cette négativité qui est évidemment corrélatif d'une expérience qui est comme une expérience de l'être, du tremblement de l'être mortel qui se dit que s'il n'a pas une cigarette dans les heures qui suivent, il va être rien. C'est même pas supportable. La perspective de ne pas l'avoir dans les 3 heures qui suivent est insupportable. Donc c'est véritablement une figure de la mort qui s'introduit clandestinement dans la figure du ne pas l'avoir. Alors ça mène au 4e point, qui est l'impuissance du vouloir, qui est une expérience très, très, très commune et très ambiguë. C'est-à-dire que cette impuissance du vouloir, elle est appliquée précisément au ne pas le faire. Son impératif est négatif. Ma volonté me dit, il faut arrêter de fumer. Et vous connaissez évidemment la blague célèbre du fumeur qui dit « arrêter de fumer est très facile, je l'ai fait très souvent ». Et ça, c'est absolument vrai. Moi aussi, j'ai arrêté très souvent. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette impuissance? Parce qu'on peut dire, là, on a clairement une impuissance de la volonté. On a réellement dit, sincèrement dit, on s'est dit à soi-même, sincèrement, je vais arrêter. Et c'est comme un test, tout de même, qu'on s'inflige à soi-même. Quand on dit je vais arrêter, il y a toujours à l'arrière-plan, je vais quand même montrer que ma volonté est au-dessus de ça. Voilà, au-dessus de ça, le ça, justement, le ça répétitif qui me constitue. Et on va ensuite enregistrer l'échec. Donc on va enregistrer l'échec comme impuissance du vouloir. Et cependant, cette impuissance, on va la répéter elle-même, puisqu'on va de nouveau, pour d'autres raisons et d'autres circonstances, décider d'arrêter, et on va constater l'échec de cette décision. Donc je pense qu'il y a le désir caché dans l'addiction d'expérimenter justement l'impuissance du vouloir. Ce n'est pas simplement une opération plaquée du dehors, c'est un mouvement intérieur. C'est-à-dire de pouvoir se dire, en fait, je suis addictif au tabac, non pas comme un résultat de ma volonté, mais comme quelque chose de beaucoup plus profond que ma volonté. Et ça, on peut le réexpérimenter à chaque fois qu'on décide de ne pas fumer et qu'on expérimente, le test étant négatif, qu'on n'en a pas les moyens. Et ne pas avoir les moyens de la volonté, évidemment au niveau d'une éthique abstraite, ça peut être considéré comme une défaillance radicale, mais au niveau du fumeur ordinaire, c'est une expérience, à mon avis, beaucoup plus tortueuse, qui est qu'il va enregistrer avec une sourde satisfaction le fait que même quand il le veut, il ne va pas arrêter de fumer. Voilà. Et donc il va consentir à la compulsion, en réalité, dans un exercice dialectique qui consiste à créer lui-même l'impuissance du vouloir. Donc je pense que quand quelqu'un dit qu'il va arrêter de fumer, la plupart du temps, il est tout à fait sincère. Ce n'est pas une question de sincérité ou de non-sincérité, il est sincère. S'il n'était pas sincère, le test ne vaudrait rien. Justement, il veut sincèrement arrêter. Et il éprouve qu'il ne peut pas. Alors, cette impuissance du pouvoir, cette impuissance de la volonté, elle va être retraitée, recontrôlée comme c'est bien la preuve que je dois continuer. Alors, tout le problème est de savoir, est-ce que ceci constitue une dépréciation de soi-même? Vous savez, dans la question de l'addiction, il y a là aussi la question de savoir dans quelle mesure l'addiction n'est pas le lieu où se constitue, ou comme résultat ou comme cause, les deux peuvent être discutés, où se constitue une sorte d'autodépréciation et de culpabilité larvée qui a des effets subjectifs destructeurs. Alors ce que je pense, c'est que oui, il y a un élément de dépréciation, mais comme ça a été un test de la volonté, c'est une dépréciation contrôlée.
Alors, je crois que c'est une expression importante. Je pense que dans l'addiction, il y a aussi l'idée de, sans doute, quelque chose mérite la dépréciation dans ce qui se passe, mais de cette dépréciation, je sais que, en vérité, je ne suis pas responsable parce que j'ai fait maintes fois le test de la volonté et que l'échec de ce test me montre que, au fond, cette dépréciation n'a pas lieu d'être parce que c'est constitutif de mon moi profond. C'est justement constitutif de cette part du moi qui n'est pas le résultat d'un acte volontaire, mais qui est plus profonde que la volonté. Et donc je pense que, de même que, d'une certaine manière, le primat de l'intensité est plutôt du côté du négatif, ce qui fait que ça entretient finalement quand même l'addiction parce qu'elle devient la nécessité absolue de combler le manque, et que c'est une incitation très forte et très récurrente. De même, l'impuissance du vouloir finit par être enrégimentée par l'addiction elle-même dans la figure d'une expérience négative, là encore, qui d'une certaine façon vaut aussi comme une sorte d'excuse absolutoire sur la permanence de l'addiction. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu après avoir arrêté de fumer trop souvent. J'en avais conclu d'ailleurs à un moment donné, ce qui était la conclusion tout à fait naturelle, que c'était plus la peine de vouloir s'arrêter. C'était plus la peine. Je savais définitivement que c'était pas la peine de vouloir s'arrêter. Alors le cinquième point qui entre aussi dans le régime des expériences, qui sont aussi des excuses, c'est l'alliance active avec des processus créateurs. Alors ça, c'est très souvent mobilisé dans la thématique que l'addiction, en effet, a des tas de dimension négative, mais qu'elle est aussi une excitation du désir, une excitation des capacités, des facultés, une mise en éveil de soi-même, et que de nombreux processus créateurs sont liés avec des addictions, ce qui n'est pas niable. Et chez moi, c'est tout à fait le cas, puisque s'il y avait un lien qui était terriblement installé, c'était le lien entre le tabac et l'écriture. Quand j'écrivais beaucoup, je n'imaginais pas la possibilité d'écrire sans fumer constamment. Et le transfert de l'écriture manuscrite à l'écriture informatique, que j'ai traversé, moi, ma génération, s'est accompagné absolument d'une conversion tabagique d'un autre ordre, parce que, mais là on entre dans les détails de l'addiction concrète, hein, fumer devant un écran de télévision ou fumer devant une feuille de papier manuscrite, la gestuelle n'est pas la même. Là où sont les cigarettes, comment on fume, c'est pas la même chose. Donc il faut métamorphoser l'addiction, mais enfin, elle se maintient absolument. Et évidemment, c'est là que vous avez le centre possible d'un plaidoyer pour vous-même. Puisque vous dites, oui, bien sûr, l'addiction, ça va me faire du mal, finalement, je vais peut-être mourir d'un cancer du poumon, mais vous comprenez, je ne vais pas renoncer à l'écriture. C'est impossible. Ça me constitue dans mon être à un niveau bien plus profond que ces histoires de tabac ou de non-tabac, et même, en un certain sens, que ces histoires de vie ou de mort. Et donc, je pense qu'il y a une alliance entre l'expérience de l'impuissance du vouloir, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir qui permet de plaider sur une innocence de la volonté et sur le fait que c'est dans des ressources plus profondes que travaille l'addiction, complicité entre ça d'un côté, et puis d'autre part, ce que j'appelle l'alliance active entre l'addiction et des processus créateurs qui achève le plaidoyer en disant que de toute façon, je n'aurai pas de bonne raison de vouloir m'arrêter puisque le tabac est lié à ma capacité d'écriture. Voilà comment je décrirais, pour ce qui me concerne, l'ensemble des paramètres constitutifs de l'addiction. Et j'en viens au dernier point qui est, dans cette description, qui est le renoncement. Alors vous me direz, mais, alors ça fait maintenant 17 ans que j'ai arrêté de fumer. Alors au regard de tout ce que j'ai dit, on peut se demander comment j'ai fait. Comment j'ai fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque j'avais tous les arguments de l'excuse absolutoire quant à la tabagie. Eh bien là, je dois bien dire que le point de départ absolu est une crise sentimentale. Donc franchement, je n'ai pas renoncé, ni par la volonté,
ni en allant trouver le médecin, le rôle du médecin je vous l'indiquerai tout à l'heure, ni parce que j'étais menacé du cancer du poumon. Entre parenthèses, j'indique l'extraordinaire faiblesse expérimentée par moi, mais expérimentée de manière générale, de la menace. La menace est très peu efficace. Combien de fois on m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas avoir le cancer du poumon. J'ai même vu des gens mourir du cancer du poumon dans mon entourage, mais je n'ai jamais vu que ça ait eu une efficacité, en tout cas au long cours. Donc c'est pas de ça, c'est pas du tout ça qu'il s'agissait. Par contre, c'est une crise sentimentale, bon. Je ne vais pas en donner les détails, mais une femme m'a plaqué, quoi, voilà. Alors, une femme m'a plaqué, bon, comme vous savez, ça peut être très désagréable. Et donc, je pense qu'il y avait là deux voies dans ce traumatisme, ce tremblement de terre subjectif. La possibilité première a été de boucher la perte en renchérissant sur l'addiction, c'est-à-dire, ou même en inventant une autre. Ça, c'était quelque chose d'assez traditionnel. J'aurais pu me mettre à boire, par exemple. J'ai horreur de l'alcool, ça aurait été héroïque. Mais j'aurais pu quand même tenter quelque chose. J'aurais pu dire, vu les circonstances tragiques que je traverse, le tabac, c'est pas suffisant, passons au cannabis, bon. Et en réalité, j'ai quasiment ressenti ça au moment même. Je n'ai pas fait le choix de renchérir sur l'addiction, j'ai fait le choix de substituer ou de compléter la perte qui m'était infligée par une perte que je m'infligeais à moi-même. Et ça, je peux vous dire, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'était pas sur le moment. C'était je dois décider quelque chose, absolument. Quand on est plaqué, il y a une terrible menace qui est la conviction qu'aucune décision qu'on peut prendre ne va remédier à cela. La décision est prise par l'autre. Elle vous est infligée par l'autre, c'est comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, et j'ai bien vu, vous pouvez décider quelque chose concernant vous-même, qui va être une perte aussi, et qui va vous occuper pas mal, mais qui va être une perte que vous allez vous infliger à vous-même. Et j'ai décidé que j'allais décider de ne plus fumer. Et c'était presque même pas une décision, ça s'est venu comme une chose qui s'imposait à moi dans la conjoncture difficile, très difficile que je traversais. Et au fond, c'est exactement le contraire de ce qui se passe quand je décidais de ne plus fumer avant. Là, j'ai décidé de ne plus fumer, non pas pour tester l'impuissance de ma volonté, mais au contraire pour m'administrer la preuve que je pouvais, moi, décider quelque chose et non pas être seulement la victime pleurnicharde d'une décision prise par quelqu'un d'autre, si cruelle soit-elle. Et donc on pourrait dire que j'ai bouché la perte par la décision d'une perte. Et alors, c'est pour ça que je pense que les crises existentielles concernant sont des moments propices soit au renchérissement de l'addiction, ça c'est pas douteux, mais je l'ai expérimenté aussi quelque chose d'autre, un moment complexe mais favorable, pour en quelque sorte dire, bon, bien, les temps antérieurs sont finis. Ce que cette dame qui m'a plaqué m'a dit, c'est quelque chose est fini. Alors les temps antérieurs sont finis, et quelque chose des temps antérieurs, c'était l'addiction. Donc je vais finir l'addiction, et ça au moins je le déciderai moi-même. Alors une fois qu'on le décide, il faut le faire. Et alors là, je dois dire que c'est encore une autre dialectique. Cette décision que j'avais prise, j'ai décidé de la remettre à quelqu'un d'autre. Je suis allé voir mon médecin traitant et je lui ai dit « je veux arrêter de fumer et débrouillez-vous, arrêtez-moi. Mais vraiment au régime de la discipline militaire. Je ferai exactement tout ce que vous me dites. Exactement tout ce que vous me dites. » Et alors, bon, il était un peu... C'était lui à qui j'avais refilé le bistigris, hein, parce que c'était lui là qui était au pied du mur de savoir s'il allait réussir ou échouer. Moi, ma volonté était hors jeu. Hein. Je l'avais entièrement converti en obéissance passive. Hein.
bien que j'ai pris la décision, mais c'était justement la décision d'accepter l'obéissance passive sur ce point. Alors le médecin m'a dit, bon, ça, je vous le rappelle de façon factuelle, vous arrêtez immédiatement, tout de suite, là, dans la conversation que nous avons. Vous prenez, après, vous prenez un patch à déclin progressif sur 4 mois. Vous prenez un Prozac par jour, on diminuera après. Vous prenez un Temestal la nuit. Bon, il m'a drogué jusqu'aux narines. Et je suis devenu sa chose. Et ben depuis, j'ai plus jamais fumé. Et alors vous voyez, ce qui m'intéresse là-dedans philosophiquement, c'est que, au fond, c'est un événement tout à fait extérieur qui a provoqué ça. Et donc, il n'est pas certain qu'il ne faille pas jouer aussi sur la totalité de la sphère subjective. Parce qu'en réalité, là, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas décidé, et ce quelque chose que je n'avais pas décidé, qui n'avait rien à voir avec mon addiction, au lieu de me réfugier dans l'addiction, j'ai décidé de décider autre chose, et j'étais en état de tenir cette décision, dans la figure de l'obéissance militaire d'ailleurs, mais j'étais en état de tenir cette décision parce que j'avais besoin absolument de me convaincre que je pouvais décider quelque chose, vous voyez, que je ne voulais pas et je n'acceptais pas d'être purement et simplement le jouet passif d'une décision prise à l'extérieur qui me tourmentait, qui me faisait du mal et qui aurait risqué, qui pouvait éventuellement me faire sombrer dans l'addiction exagérée, dans l'exigence définitive. Alors, en somme, ça a été le premier temps. La difficulté, elle est venue après, parce que j'ai dû accepter pendant tout un temps la disparition de l'excuse absolutoire du tabac qui était l'écriture. De fait, pendant 1 an, je n'ai rien pu écrire. J'ai donc payé un prix quand même. J'ai payé un prix pendant un an. Et alors, vous voyez, pourquoi j'ai pu ne pas écrire? J'ai pu ne pas écrire parce que, précisément, j'avais pris une décision réelle et obéissante en même temps, et que cette décision obéissante, j'en acceptais les conséquences. Je n'allais pas remettre en scène la rengaine, l'écriture est si importante que, tant pis, finalement, le médecin, il m'embête, je ne vais rien faire de ce qu'il me dit, etc. Donc je suis resté fidèlement l'esclave de mon médecin, et au prix même de ne pas écrire pendant 1 an. Mais alors, là, s'est passé quelque chose dont l'observation me paraît très intéressante aussi sur l'addiction. En réalité, je n'ai pas pu écrire pendant 1 an, mais après, progressivement, j'ai pu écrire exactement comme avant. Exactement comme avant. Démontrant ainsi que c'était faux que l'addiction tabagique soit dans une liaison organique avec l'écriture. Je en démontrais la fausseté rétroactivement. J'en démontrais la fausseté. Et alors ça m'a fait penser ceci, c'est que finalement, l'addiction avait disparu, je ne fumais plus, je n'avais pas pu écrire pendant un temps, donc il y avait quand même un lien entre l'addiction et l'écriture, mais ce lien était contingent, il n'était pas nécessaire. Il appartenait à mon vieux monde. Dans le nouveau monde où j'étais, où je ne fumais plus, je pouvais parfaitement écrire comme avant. Alors qu'est-ce qui s'était passé là? Qu'est-ce qui se passait? C'est comme si, d'une certaine façon, la capacité subjective, vous voyez, la capacité subjective qui était la capacité d'écrire, avait dans un premier temps été connectée, chevillée à l'addiction, comme excuse aussi absolutoire de cette addiction elle-même, et comme si la disparition de l'addiction avait simplement dénudé cette capacité de cette connexion-là. Comme si, au fond, ma capacité avait changé de vêtement. L'image qui me venait, c'était comme si la même pièce continuait, mais on avait enlevé un décor. Hein, un décor qu'on croyait indispensable à la pièce elle-même. Et ce décor, c'était les cigarettes, le cendrier, le briquet, les courses du dimanche soir pour avoir le dernier paquet, etc. Tout ça, ça pouvait se retirer au prix d'une crise sentimentale grave et d'une obéissance militaire au médecin, et de ne pas écrire pendant un temps. Bon, c'était quand même, il y avait une concentration de négativité, mais ça pouvait se restituer comme si, d'une certaine manière, on avait
enlever un décor qu'on croyait subjectivement absolument nécessaire. Alors ceci m'amène vers ma conclusion, qui, comme toujours chez le philosophe, serait l'embryon d'une théorie générale. Alors ce que je pense, je veux vous dire ici, c'est ceci, c'est que le noyau de l'addiction est négatif. C'est-à-dire que l'objet, le produit, sa gestuelle, ses effets, visent non pas de façon nécessaire à révéler des capacités au sujet, mais d'une certaine façon de neutraliser ce qui, du sujet, en serait capable sans cela. C'est-à-dire que l'addiction, c'est d'une certaine façon une capacité traitée à moindre frais, parce qu'en tant que capacité réelle, elle est neutralisée au profit de l'idée qu'elle est une capacité dépendante de quelque chose d'autre que d'elle-même. C'est ce que j'appelle une neutralisation du sujet. Neutralisation du sujet, c'est-à-dire neutralisation d'un lien constitutif entre le sujet et sa capacité, qui n'a pu, en un certain sens, être activé que par des moyens artificiels, et ça peut demeurer éventuellement, mais qui se révèle dans le renoncement lui-même, et peut-être au prix de péripéties difficiles, douloureuses, et avec des causes extérieures, tout ça est assez compliqué, mais qui se révèle finalement être tout simplement une capacité effective du sujet. Mais cette capacité effective du sujet, elle a fallu, pour qu'elle se déploie, dans un premier temps, ce que j'ai appelé un décor, c'est-à-dire un système de répétition, d'images, de gestuels, etc., au point de parvenir à la conviction que la capacité est liée de façon nécessaire à tout cela, alors qu'on s'aperçoit qu'elle était simplement une espèce de neutralisation de la capacité effective du sujet de déployer cette capacité. Alors, ce que j'appelle neutralisation du sujet, c'est que le sujet n'a pu découvrir, révéler ou entrer dans sa capacité qu'en étant submergé, en quelque sorte, par le complexe de tout ce que je vous ai raconté. Une image originaire maternelle, une imitation communautaire d'un stéréotype, une limite désirée, en fin de compte, et flattée du vouloir, une compulsion de répétition, la transformation de ces capacités subjectives, finalement, en besoin d'un adjuvant dans la figure du produit, en la circonstance. Et alors, je soutiendrai volontiers qu'après le renoncement, le sujet, qui est en quelque sorte nu de tout cela, qui a été dénudé de tout cela, comme on se défait d'une vêture qui était tellement la vôtre qu'elle se confondait pour vous-même avec vous-même, le sujet s'avère le même, fondamentalement. Le renoncement n'est pas une transformation subjective au sens fort. Je pense que c'est le même sujet qui émerge du renoncement, mais sans les artifices obligés de sa neutralisation. C'est-à-dire sans avoir besoin de neutraliser un lien intense et organique entre le sujet qu'il est et sa capacité, mais sans le besoin d'avoir à colmater ça par les artifices de la neutralisation. Si bien que sortir de l'addiction, je pense, c'est une négation de négation. C'est une négation de négation, c'est-à-dire c'est la négation d'une négation neutralisante, et c'est donc découvrir au sens strict le contraire du neutre. C'est-à-dire le contraire du neutre, et vous voyez ici que j'appelle neutre ce sujet qui ne se reconnaît capable de ce qu'il fait que pour autant qu'il a connecté ce qu'il fait à autre chose que ce qu'il fait, c'est-à-dire finalement à autre chose que lui-même. Et alors le problème philosophique, c'est celui-là, c'est qu'est-ce que c'est que le contraire d'une neutralisation du sujet par un objet nul, finalement? Parce que c'est ça, la cigarette, le shit, c'est des produits nuls. Pas étonnant que le shit, il s'appelle la merde, mais c'est bien ce qu'il est. Donc ce sont des produits nuls, parce que ce qui compte, c'est que la nullité du produit est connectée à la neutralisation subjective
dans le sens où elle autorise le sujet à penser que ce qu'il fait, il ne le fait que sous la condition de cet objet nul. Alors, quand l'objet nul a disparu, c'est-à-dire uniquement quand sa nullité s'est avérée réellement pour le sujet, alors cette capacité apparaît dans son réel. Alors, c'est une question très difficile et je pense qu'elle est au cœur du problème du soin, du problème de l'accompagnement, du problème de la thérapeutique, parce que obtenir le contraire d'une neutralisation du sujet par un objet nul est une opération complexe parce que c'est une opération négative de négation. Elle est à un second degré du négatif. C'est pour ça que ce n'est pas une guérison. On ne va pas soigner les gens au sens, voilà, il y a l'addiction, on va leur donner quelque chose et puis l'addiction va s'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça pour la raison simple que l'addiction est elle-même déjà négative. Et alors si on veut faire une négation de cette négation, il va falloir quand même reconduire le sujet à sa capacité affirmative d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce n'est pas forcément en truquant en quelque sorte l'addiction elle-même qu'on va y arriver facilement. Et en particulier, je pense que les leurres fonctionnent très difficilement. C'est-à-dire donner un produit qui leurre le sujet parce qu'il lui fait croire que c'est le produit nul. C'est-à-dire une nullité seconde. L'annulation d'une nulle par une autre nullité, c'est un dispositif qui peut fonctionner, mais à mon avis, il est tout à fait précaire. Alors, on pourrait dire neutralisation, le contraire d'une neutralisation du sujet par un objet nul, c'est une neutralisation de l'objet nul par le sujet. Mais justement, ce n'est pas ça. Parce que ça voudrait dire, voilà, le sujet n'a qu'à se débrouiller pour constater la nullité de l'objet et le rejeter volontairement. Mais en réalité, ça ne marche pas parce que le sujet sait parfaitement que le produit est nul. Ce n'est pas son problème. C'est ce qu'il obtient du produit en tant que capacité de lui-même qui l'intéresse. Et la nullité du produit, il la connaît. Ce n'est pas en lui enseignant que ce produit est nul, que c'est un psychotrope, que c'est ceci, que c'est cela, qu'on va agir véritablement sur l'effet de neutralisation, puisqu'il le désire, l'effet de neutralisation. Alors, donc là, je pense que c'est ça le problème. Et j'ai aucune solution pour ce problème. Parce que je ne suis ni médecin, ni psychiatre. Mais j'en indique la piste et je voudrais terminer de façon tout à fait décalée en ayant recours à la poésie, parce que quand je suis en panne, je vais voir du côté de la poésie. Et je vais aller voir sur ce problème précisément qu'est-ce que peut être la sortie d'un état de neutralisation subjective. Je vais aller chercher chez Rimbaud. Alors Rimbaud, c'est le poète de l'addiction par excellence. C'est celui qui a expérimenté de façon délibérée toutes les addictions possibles, l'alcool, le sexe, les psychotropes, etc. Et même il a fini par considérer que même la poésie, en un certain sens, n'était jamais qu'une addiction. Il l'appelle à la fin de sa vie « une de mes folies ». Alors, il avait la gamme complète des folies chez Rimbaud. Alors, Rimbaud a fait absolument l'expérience que j'appelle celle du sujet neutre, dans sa période addictive et tourmentée, et il l'a décrit ainsi. Tous les passages que je vais vous lire sont tirés de « Une saison en enfer ». Une saison en enfer, c'est une saison dans l'addiction, hein, c'est ça. Donc c'est bien, après, on en sort. Et alors il dit ceci pour décrire la neutralité. Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. Faiblesse ou force, te voilà, c'est ta force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais un cadavre. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. C'est ça, ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Et après, ma santé fut menacée, la terreur venait. J'aurais beaucoup à dire sur le lien entre addiction et terreur. On ne peut pas tout dire. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, typique, et levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas,
et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Donc dans tout ça, c'est la description poétique du sujet neutralisé qui croit qu'il est dans sa capacité, mais qui en réalité est dans la figure de sa désubjectivation la plus radicale, parce que le nœud du sujet à la chose nulle le désubjective progressivement. Et c'est pourquoi il est désidentifié. Ceux qui m'ont rencontré ne m'ont pas reconnu. Vient après le renoncement, dont le ressort chez Rimbaud a donné lieu à des tas d'hypothèses allant depuis la conversion révolutionnaire, depuis le salut par la poésie, la conversion religieuse. On ne sait pas très bien comment il s'en est sorti. Enfin, il s'en est sorti pour devenir un commerçant colonial. Enfin, c'était peut-être ce qu'il était capable d'être, ça. Voilà les formules du renoncement. J'ai eu raison de tous mes dédains. Ça, c'est très bien dit. J'ai eu raison de tous mes dédains, puisque je m'évade. Je m'évade. À présent, je me révolte contre la mort. À présent, je me révolte contre la mort. Et puis à la fin, je puis dire que la victoire m'est acquise. Et la victoire va être l'avènement, le surgissement du sujet déneutralisé. Et voilà comment il le décrit, le sujet déneutralisé. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans un âme et un corps. Alors ce que je voudrais ponctuer là, dans cette déneutralisation du sujet, c'est l'expression « ardente patience ». Un oxymore, contradictoire. Comment la patience peut-elle être ardente? Eh bien justement. En réalité, une partie de l'addiction est liée à une impatience neutre. On la croit active et créatrice, mais elle n'est qu'un parasite de l'action et de la création. Et elle crée une impatience, une fébrilité, souvent marquée de négatif, la fébrilité du ne pas avoir, et en même temps, elle est neutre, c'est-à-dire comme une victoire remportée contre rien. Typique dans l'alcoolisme, le sentiment de puissance que donne l'alcoolisme, qui est une puissance elle-même nulle. C'est ça dont il parle, négativement. S'il est vrai que, en réalité, l'addiction est une impatience neutralisée, alors, ce que le sujet doit désirer, c'est une ardente patience. Et alors, j'espère bien, moi, qui ai réussi à arrêter de fumer, d'avoir depuis été habité, y compris devant vous, d'une ardente patience. Merci.